Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, c'est Sciences Publiques, débat, chronique, reportage et expertise de nos invités. C'est ce que l'on vous propose tous les jours sur Public Sénat pour donner du sens à l'actualité et aux mutations de notre société. Et voici le sommaire de ce 10 février. 22% seulement des Français ont confiance en la politique. C'est le résultat du baromètre annuel du Cevipof. Est-ce un point de non-retour? Faut-il craindre une abstention massive lors des prochains scrutins? Comment renouer le lien avec les citoyens? Quelles institutions trouvent encore grâce à leurs yeux? On répond à toutes ces questions dans une minute. Et puis dans la seconde partie de ce Sens Public, nos débats thématiques à un mois des municipales après les transports, la santé, l'environnement. Gros plan sur le narcotrafic avec des élus menacés en pleine campagne électorale. Les communes gèrent les décisions en matière d'urbanisme, sont compétentes pour implanter des caméras de vidéoprotection. Voilà, on a tout un tas de décisions qui peuvent gêner les trafics et qui peuvent être prises par les élus. Donc il faut qu'on soit vigilant à ce que ces narcotrafiquants ne fassent pas pression sur les élus ou les futurs élus pour les décisions qu'ils vont être amenés à prendre et qui pourraient venir perturber le trafic. Y a-t-il des cas avérés de corruption des élus? Quels sont les pouvoirs des maires face aux dealers? Comment sortir les jeunes de l'économie parallèle liée au trafic? Faut-il revenir sur l'excuse de minorité? Ne ratez pas l'analyse de nos experts. Notre débat sur ce thème, ce sera dans 3 quarts d'heure. Et comme chaque jour, réagissez grâce à notre QR code. Répondez vous aussi à cette question citoyenne. Avez-vous confiance dans nos institutions politiques? Clément Guillonneau. C'est un chiffre qui n'a jamais été aussi bas. Selon le dernier baromètre réalisé par OpinionWay pour le Cevipof, seuls 22% des Français déclarent avoir confiance en la politique. Des résultats bien inférieurs à ceux de nos voisins européens. Est-ce tant une méfiance ou un désintérêt? Je ne saurais pas dire quel côté la balance penche le plus. Après, je pense qu'il nous appartient aussi à nous de se poser des bonnes questions. Finalement, qu'est-ce qu'attendent nos concitoyens? Je pense qu'on a vraiment tous besoin de faire un peu cette introspection. Si en France, la défiance envers la politique ne fait qu'augmenter, c'est la démocratie qui est particulièrement visée par ce scepticisme. 76% des Français estiment qu'elle fonctionne mal, une augmentation de 5 points en un an. Pour les sénateurs socialistes, l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir et l'absence de majorité à l'Assemblée nationale depuis 1 an et demi pourraient expliquer ces résultats. C'est aussi, je pense, un effet de 2017, de l'arrivée d'Emmanuel Macron, qui a voulu dynamiter complètement le système politique, avec un renouvellement qui était certes nécessaire, mais on a vu aussi que c'était l'éclatement des partis politiques traditionnels et qu'aujourd'hui, ils ont de plus en plus de mal à avoir leur place dans la démocratie française. Donc je crois que c'est tout cet ensemble qui fait qu'à un moment, on arrive à cette situation compliquée. Pour l'heure, difficile de savoir si cette défiance croissante se répercutera ou non dans les urnes lors des prochains scrutins. J'espère qu'il ne se traduira pas dans les urnes par d'abord un manque de participation. Ensuite, écoutez, les Français ont le droit de vote. J'espère qu'ils l'utiliseront comme bon leur semble. J'espère qu'en fait, les élections municipales vont nous permettre de retisser du lien avec les Françaises et les Français qui ont besoin de retrouver de la confiance envers les politiques publiques. Et en l'occurrence, voilà, heureusement qu'il y a les élections municipales en mars prochain, qui va nous permettre peut-être de retisser ce lien. À moins de 2 mois des élections municipales, le maire reste pour l'instant, de loin, la personnalité politique préférée des Français. 60% d'entre eux déclarent faire confiance à leur édile. Et face à cette crise politique, on se demande qui redonnera confiance aux Français. Je vous présente tout de suite nos invités. Bruno Cotresse, bonsoir. Bienvenue, chercheur CNRS au Cevipof. On vous doit évidemment ce baromètre, 17e vague du baromètre Cevipof de la confiance politique. Et puis, je signale que vous publiez avec Virginie Martin, Jeu de pouvoir quand les politologues regardent des séries. C'est aux éditions du CERF. Virginie Riva, bonsoir. Bienvenue. Vous êtes journaliste à Contexte en charge du suivi de l'exécutif. Vincent Couronne, bonsoir et bienvenue, chercheur en droit et directeur du média Les Surligneurs qui lutte contre la désinformation politique. On va notamment parler de désinformation, lien entre confiance ou méfiance et désinformation. Et Mickaël Darmon, bonsoir Mickaël, heureux de vous accueillir, éditorialiste pour Sens Public. Premier constat, Bruno Cotresse, et je crains qu'on le fasse année après année, il faudrait rebaptiser votre baromètre. Plutôt le baromètre de la défiance de plus en plus. Oui, tout à fait. C'est un curieux paradoxe de ce baromètre de confiance qui parle beaucoup de défiance.
Mais c'est vrai que la vague de cette année, par rapport à notre historique, c'est une enquête qui existe depuis 17 ans, 2009, par rapport à l'ensemble de notre historique, la vague de cette année, elle est vraiment spectaculaire. Elle est vraiment très impressionnante. C'est aussi la comparaison avec les autres pays européens. On le disait tout à l'heure, 22% de confiance dans la politique, en recul de 4 points par rapport à l'an passé, mais en Italie, c'est 40. En Allemagne, c'est 45. Au Royaume-Uni, c'est 44. Donc on voit effectivement qu'il y a là quelque chose qui est spécifiquement français parce que nos voisins européens, ils ont eu aussi le Covid, ils ont aussi connu les répercussions de la guerre en Ukraine, ils ont les mêmes inquiétudes dans leur population, où va ce monde très dangereux. Donc il y a quelque chose qui est spécifiquement français et c'est vrai que la vague de cette année produit des chiffres qui, dans tout l'historique, y compris de l'ensemble des enquêtes d'opinion qui ont été réalisées en France sur le fonctionnement de la démocratie, c'est le chiffre le plus bas, 23%. Qui nous disent que la démocratie fonctionne en France. Il n'y a jamais d'enquête qui a publié un chiffre aussi bas sur cet indicateur. Bon, alors est-ce que c'est un point de non-retour? Est-ce que c'est au contraire une planche d'appel pour pouvoir remonter et combien de temps ça prendra? Et qui, puisque c'est la question qu'on a décidé de poser, on va consacrer ce débat à répondre à ces questions. Est-ce que vous faites, Virginie Riva, le lien entre effectivement ce baromètre particulièrement désastreux pour la confiance de nos concitoyens en la politique et ce qu'on disait dans le sujet d'ouverture, c'est-à-dire ce contexte de crise permanente depuis, moi je vais dire la dissolution, au moins la dissolution. Oui, on peut même peut-être le remonter un peu plus loin, mais c'est vrai que je pense que le critère principal, c'est quand même l'absence de campagne présidentielle aussi en 2022. Cette idée que les Français n'ont pas tranché les grandes orientations, les grands débats. Et cette confiscation aussi parce qu'il y avait la guerre en Ukraine, aussi parce que c'est un choix stratégique du président, a fait qu'on se retrouve dans une indécision sans connaître les caps politiques clairs. C'est sans doute l'une des raisons, disent beaucoup d'acteurs politiques, en tout cas, pour lesquels les Français n'ont pas donné de majorité à Emmanuel Macron. Et effectivement, la dissolution a brouillé tous les repères. Et on le voit à l'Assemblée nationale, je crois que c'est 20% de confiance uniquement. C'est un peu mieux pour le Sénat, 29%. C'est extrêmement faible. Il faut imaginer que l'Union européenne, c'est beaucoup plus, c'est 29%, alors qu'on sait que traditionnellement, les eurobaromètres montrent une opinion française, certes attachée à l'Union européenne, mais pas avec une grande confiance. Il y a plus de confiance dans le Parlement européen que dans le Parlement français. C'est vrai que dans l'Assemblée nationale. C'est une grande surprise pour moi, et c'est vrai que les repères nationaux, les débats nationaux sont brouillés. Et effectivement, au niveau local, le maire, les élections municipales, tout ça fait que peut-être on va avoir un peu plus de proximité, s'intéresser davantage, avoir un peu plus de confiance. C'est ce que laissez entendre votre sujet, on l'espère, oui. Et on en reparlera évidemment de l'échelon local, qui est l'un de ceux qui maintient péniblement un lien de confiance. Si on cherche cette spécificité française, Vincent Couronne, vous faites le lien entre désinformation et confiance dans nos institutions. Oui, il y a beaucoup de choses qui peuvent expliquer ce haut niveau de défiance des Français à l'égard des institutions et de la politique. Il y en a un en particulier qui joue un rôle assez important, c'est la désinformation. Il faut savoir que la France est particulièrement ciblée par des opérations de désinformation, notamment de manipulation étrangère. Un service de l'Union européenne, qui est le service européen d'action extérieure, avait dévoilé l'année dernière que la France était le premier visé par les opérations d'ingérence russes derrière l'Ukraine. Et qu'en même temps, on a Soprasteria qui nous dit cette année que les Français, après avoir fait une étude, sont les plus vulnérables en Europe face à la désinformation. Qu'est-ce qui se passe? On a massivement la désinformation en France et massivement les Français en France qui sont réceptifs à ça. Et il y a des travaux de recherche aujourd'hui, ils sont nombreux, surtout depuis le Covid, qui montrent le lien entre désinformation et défiance à l'égard des politiques et des institutions, parce que la désinformation va provoquer de la polarisation dans les débats et affaiblir la confiance qu'on peut avoir dans les institutions politiques, etc. Juste sur un exemple, mais quand nous on voit ça beaucoup au surligneur, tout un tas d'utilisateurs sur les réseaux sociaux, les citoyens, qui vont poster des analyses qui sont virales, vues par des millions de personnes et qui disent que le code de la santé publique, de la sécurité intérieure sont illégaux, que la Ve République elle-même est totalement illégale. Ça, c'est un mouvement, je ne veux pas leur faire trop de publicité, donc je ne vais pas donner le nom à ce mouvement-là, mais en fait, on voit qu'il y a des millions de personnes sur les réseaux sociaux en France qui
consultent, pas forcément croient, mais qui consultent ce genre d'informations. Ouais. Est-ce que vous retrouvez ce lien, alors je vais simplifier un peu, des informations, complotisme et défiance envers les institutions, parce qu'on pourrait se dire que ça dédouane un peu les politiques eux-mêmes, ou les institutions, je mets les médias dedans d'ailleurs, on n'a pas du tout une bonne cote de leur responsabilité. Je pense que c'est un sujet qui existe incontestablement, mais qui est un peu parallèle. Ouais. D'ailleurs, nous, dans l'enquête, on a une faible confiance dans les réseaux sociaux. C'est une des plus faibles confiances dans les réseaux sociaux. Mais je pense que c'est un sujet qui est parallèle. C'est une des autres explications. Évidemment, elle existe. Il y a effectivement des communautés très polarisées qui vivent dans une bulle d'information, dont les gens sont un peu prisonniers. Mais je pense que le problème, il est plus quand même la réponse ou l'absence de réponse du système politique qui est d'abord et avant tout perçu comme pas transparent, pas empathique, pas ouvert, pas inclusif. Et c'est vrai qu'il le mérite en même temps un peu. C'est vrai que la sociologie de la politique professionnelle n'est pas complètement à l'unisson de la sociologie du pays. C'est vrai que il y a des sentiments d'un politique qui a du mal à comprendre ce que vivent les gens. Et je pense que ça, c'est très, très, très présent dans les données de notre enquête, ce qui n'empêche pas, effectivement, qu'il y a en plus des entrepreneurs politiques ou des entrepreneurs qui fournissent de la mauvaise information et qui sont là pour essayer de tirer profit de ce doute de l'opinion par rapport au système politique. Oui, d'ailleurs, c'est la stratégie des informateurs, notamment russes, mais pas seulement, qui souvent rentrent dans une faille qui existe déjà et qui la rendent plus importante encore. Alors, on va citer un certain nombre. C'est 170 pages, c'est ça le... Bon, alors, on ne va pas donner tous les chiffres, mais on a choisi quelques-uns. Il y a notamment cette question, êtes-vous d'accord avec cette phrase ? Ce n'est pas avec les élections qu'on peut changer les choses en France. Et on voit que les Français qui répondent pas d'accord, donc qui pensent que les élections ne changent pas les choses, sont de plus en plus nombreux, 56%, plus 4 points. Est-ce que, Virginie Riva, ça nous fait forcément craindre une abstention forte au municipal dans un mois, à la présidentielle dans un an ? Alors, c'est compliqué. Pas forcément, oui, je vous demande de tirer des plombs sur la comète, mais on pourrait faire ce lien en tout cas. Mon vote ne sert à rien, donc pourquoi j'irais voter ? Effectivement, c'est vrai que dans l'enquête, ce qui ressort, c'est la question d'être inclus dans les grandes décisions, les choix politiques, les choix budgétaires. C'est au cœur du constat depuis plusieurs années de Ségolène Royal, Emmanuel Macron, sa deuxième campagne, son slogan c'est « Avec vous ». Il y a eu plein de tentatives, le CNR, enfin que des gadgets démocratiques qui aujourd'hui Oui, des conventions citoyennes aussi. Des conventions citoyennes, bien sûr, et qui ont déçu. En fait, c'est vrai qu'on n'a pas tenu la promesse de la participation, puisqu'il y a le fameux, je reprendrai tout, je me souviens plus la formule précise, mais sur la Convention citoyenne, et effectivement, les propositions ont été filtrées. Sur le climat, c'est sûr que la promesse de tout reprendre n'a pas été tenue. Voilà. Bon. Et depuis, effectivement, ce péché originel, on dirait, continue d'exister. Et effectivement, les promesses également, même au moment de la crise des Gilets jaunes, n'ont pas été tenues. C'est compliqué de savoir proportionner l'articulation entre la représentation et puis la participation. On ne sait pas bien faire encore. Le débat sur la proportionnelle est mort-né. Il y a encore une tribune dimanche sur ce sujet avec plusieurs candidats à l'élection présidentielle. On ne sait pas, on n'a pas su mettre en œuvre des réformes institutionnelles depuis, effectivement, 2017. C'était pourtant la grande promesse d'Emmanuel Macron. Ça faisait partie des promesses d'Emmanuel Macron. Mickaël. La première, il faut aussi, quand on cherche un peu les raisons profondes, la première demande issue du grand débat, qui a été écartée par le président de la République quand il en a fait la présentation de sa conférence de presse en avril, après l'incendie de Notre-Dame, c'est d'avoir écarté les référendums. Alors que c'était une demande extrêmement forte dans la fronde générale des Gilets jaunes, qui était cette demande de participation, et qu'on retrouve d'ailleurs dans l'enquête, participation à la vie politique. Et puis, par rapport effectivement au vote qui ne change pas les choses, vous avez aussi une mutation de l'engagement. Pour beaucoup de jeunes, par exemple, le vote ne représente plus exactement l'alpha et l'oméga de l'engagement politique. C'est la cause, c'est l'association, c'est la fondation, c'est le grand sujet pour lequel on se bat. Et c'est aussi un mode de remplacement du sentiment de participer à la vie publique et qui se fait aux dépens du vote. Oui, mais alors redonner la parole au peuple, Emmanuel Macron, il l'a fait puisqu'il a décidé la dissolution. Juin 2024, on va revoir cette archive. Alors on est quelques jours, c'est pas le moment où il l'annonce, mais quelques jours après, quand il justifie sa décision, le président de la République. La réponse, à mes yeux, ne pouvait pas procéder par des changements de gouvernement ou des coalitions. D'ailleurs,
qui n'était pas possible au Parlement, et les derniers jours l'ont très clairement montré, mais elle a imposé une dissolution qui permet seule la clarification des choses. Parce que nous sommes à un moment où notre pays doit relever nombre de défis et ne saurait être bloqué par les extrêmes, et parce que c'est un acte de confiance dans notre peuple, dans la démocratie, dans l'esprit républicain, dans notre bon sens national. Sauf que Vincent Couronne, on peut se demander si au soir du second tour, Emmanuel Macron a fait confiance au peuple français. Ça rejoint une question de Nicolas qui nous merci de participer, qui nous écrit de Rony-sous-Bois. Le choix par le président de la République d'un Premier ministre issu d'un groupe ayant perdu plusieurs élections a-t-il pu avoir un impact sur la confiance des Français envers la politique? Ça rejoint tout ce qu'on est en train de dire, c'est-à-dire oui, je fais appel au peuple, je ne veux pas passer par le référendum trop risqué, mais quand même, bon, dissolution, et après, est-ce que j'en tire vraiment les conséquences? Je pense que là, on touche du doigt un vrai problème dans notre pays, qui est un vrai problème démocratique et qui joue sur la confiance dans les politiques. C'est, effectivement, il y a eu cette nomination du Premier ministre après la dissolution. Les Français ont l'impression de ne pas avoir été entendus au final. Et d'ailleurs, on a vu qu'il a fallu plusieurs nominations de Premier ministre avant que finalement Emmanuel Macron lâche un peu la bride et laisse l'Assemblée nationale finalement, non pas imposer sa majorité, mais en tout cas, on avait vu que notamment François Bayrou s'était imposé à Emmanuel Macron, et puis ensuite Sébastien Lecornu qui lui cherche à trouver en tout cas l'absence d'opposition, en tout cas de censure. Mais on a la même chose avec les référendums. Souvenez-vous, le référendum de 2005 sur la Constitution européenne, les Français ont beaucoup reproché à l'époque à Nicolas Sarkozy d'avoir réintroduit la Constitution européenne via le traité de Lisbonne. 3 ou 4 ans après. Ouais. 3 ou 4 ans après, alors que c'est pas le même texte. C'était 54%, il faut s'en souvenir, le non au référendum. Exactement, alors que c'était pas exactement le même texte, que Nicolas Sarkozy avait fait campagne sur le fait de passer par la voie parlementaire. Ouais. Et on se rend compte que là, il y a un trou béant. C'est que 2005, c'est le dernier référendum qu'on a eu en France. Sous la Ve République, il y a eu une dizaine de référendums à peu près. Tous les 3 ans, 5 ans, parfois 10 ans, pas beaucoup plus. Ça fait 20 ans qu'on n'a pas eu de référendum. Et donc, quand on consulte les Français, on ne respecte pas forcément derrière pourquoi ils ont voté. Et là, du coup, on ne les consulte plus vraiment. Oui. Bruno Cotresse, effectivement, alors on connaît la peur maintenant des politiques face au référendum et la raison principale pour laquelle ils ne les utilisent pas. Est-ce que si on cherche qui ou quoi pour retisser ce lien, est-ce que ça en fait partie? Oui, incontestablement. Très clairement. Alors peut-être qu'il faut réfléchir à modifier aussi le référendum, parce que qui était rappelé tout à l'heure, la demande des Gilets jaunes, c'était le RIC, l'initiative citoyenne. Oui. On a fait le RIP, partagé, c'est pas la même chose, c'est plus compliqué à mettre en œuvre. De fait, il a été créé pour ne pas être utilisé, d'être un peu basique, mais donc, c'est ce que les faits nous apprennent. Si on s'y prend mieux, par exemple, qu'il puisse y avoir une initiative citoyenne ou une initiative qui vient des profondeurs du pays, référendum à la Suisse, d'une certaine manière. Ce qui ne veut pas dire que l'exécutif n'a pas son mot à dire sur la question qui est posée. Il est garant de l'ordre public, du fait que le référendum débouche sur un processus démocratique profond et inclusif. Donc si on s'y prend mieux, je pense qu'il y a une vraie demande de l'opinion, d'une démocratie plus directe, référendum, plus participative. Il y a un très fort soutien dans les données de l'opinion aux conventions citoyennes dont les conclusions ou propositions seraient soumises à référendum. Là, il y a vraiment une très forte adhésion à cette idée de mélanger la démocratie plus délibérative, participative et directe. Encore un mot là-dessus, ensuite on parle de la demande d'autorité. Vincent Couronne, c'est vrai qu'il y a eu la Convention citoyenne sur le climat, il y a eu celle aussi sur la fin de vie. On peut aussi considérer que ça fait des mois, et notamment ici au Sénat, qu'on tergiverse alors qu'il y avait une réponse assez claire des citoyens. Sur le climat, les conclusions ont été, dans l'ensemble, plutôt bien respectées et appliquées. Sur la fin de vie, charge aux parlementaires maintenant de le mettre en œuvre. Mais en fait, ce décalage, on le voit quasiment au quotidien. C'est-à-dire que vous avez eu une pétition contre la loi du plomb qui avait recueilli plus de 2 millions de voix il y a plus d'1 an. Le débat aura lieu demain à l'Assemblée nationale. Mais 2 millions de personnes qui ont signé cette pétition, juste un débat à l'Assemblée nationale, sans conséquences, sans vote, etc. Donc on voit aussi quand même que
ce qu'on disait tout à l'heure, il y a une impression, en tout cas de la part des Français, qu'ils ne sont pas vraiment entendus ou pas vraiment écoutés, et ça se voit aussi avec les conventions citoyennes, alors que c'est pas toujours vrai sur les conventions citoyennes. Là, pour le coup, j'insiste. Oui, sur le climat, je suis assez d'accord. En fait, l'erreur d'Emmanuel Macron, c'est d'avoir dit tout. Voilà. Tout sera repris. Et bon, effectivement, tout n'a pas été repris. Même si beaucoup a été fait. Il y a eu, genre, je ne sais plus quel est le pourcentage, il y a eu une part importante des mesures, mais toutes n'ont pas été reprises. Alors, on va s'intéresser avec vous, Mickaël, à cette question d'autorité. Vous dites, l'une des leçons que vous tirez de ce baromètre, c'est la demande d'autorité des Français. Oui, mais de l'autorité sans autoritarisme. Et ça, c'est très important d'effectuer la distinction, parce que l'autorité, ce n'est ni la brutalité, ni l'arbitraire. L'autoritarisme, lui, on le sait, écrase le débat, affaiblit les contre-pouvoirs. Or, ce que les Français expriment aujourd'hui, c'est leur lassitude face à l'impuissance publique et aux réformes annoncées puis abandonnées. On l'a compris, ce malaise démocratique se traduit par une exigence accrue. Les Français donc demandent de l'autorité. Souvenez-vous, une étude publiée par La Croix en 2015 montrait déjà que les jeunes étaient en majorité pour un pouvoir autoritaire. Et là, l'étude montre que 43% des personnes interrogées considèrent que la démocratie n'est pas efficace et qu'il faudrait moins de démocratie. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour redresser la situation ? Plus de démocratie. En réalité, la démocratie est un système qui s'use quand on ne s'en sert pas. Dans cette même étude, les Français estiment, pour 60% d'entre eux, on vient d'en parler, que les choses s'amélioreraient si les forces vives de la société étaient beaucoup plus impliquées dans le processus de décision des politiques publiques. En fait, ils ont l'impression d'assister à un spectacle qui les concerne, mais auquel, en fait, ils ne sont pas conviés, pour lequel ils n'ont absolument pas leur mot à dire. On le voit bien, la séquence budgétaire a été un exemple patent de ce point de vue-là. Les Français veulent que les lois soient appliquées, que les responsables rendent des comptes, que les réformes soient cohérentes et donc assumées. Bref, ils envoient un message à l'orée du débat présidentiel. L'efficacité n'est pas l'ennemi de la démocratie. Les Français ne demandent pas un régime d'exception, mais une autorité démocratique assumée, parce qu'une démocratie sans autorité, eh bien, c'est pas plus désirable qu'une autorité sans démocratie. Alors, est-ce que je vais vous poser à peu près la même question aux uns et aux autres. Je commence avec vous, Bruno Cotresse. Cette demande d'autorité, vous la voyez, elle est réelle, elle est croissante, elle est exprimée dans ce baromètre ? Elle est exprimée à un niveau qui est relativement stable. On l'observe depuis plusieurs années. On a un tiers des personnes qu'on interroge qui nous disent qu'il faudrait un chef qui vient remettre de l'ordre, qui n'a pas à se préoccuper des élections et du Parlement. On a quand même 20% qui disent qu'il faut que l'armée dirige le pays. C'est quand même très, très important. On est monté au-dessus. Il y a eu certaines années, on était à 27% sur l'armée qui doit diriger le pays. Donc c'est sûr que derrière cette question de l'autorité sans effectivement autoritarisme, je confirme totalement ce qui a été dit par Michaël Darmon, c'est la question de l'efficacité. La question de l'efficacité. Les gens ne comprennent plus du tout ce que fait le Parlement. Le sentiment, effectivement, c'est d'assister à un spectacle auquel ils ne sont même pas conviés. Et donc les gens ne comprennent tout simplement plus la situation dans laquelle on est. On ne sait plus quel texte de loi a été voté, pas voté, s'applique pas. On ne sait pas quelles sont les priorités de l'action publique. On ne sait pas, à l'issue de tout cet automne parlementaire, on serait bien incapables, les uns et les autres, de dire qu'est-ce que tout ceci nous dit des priorités sur les 3, 4, 5 ans qui arrivent, des dépenses publiques. Et donc c'est ce manque de lisibilité, ce manque de prise en compte de ce que pensent les gens, qui est vraiment devenu comme une sorte de point de non-retour aujourd'hui. Alors, on peut espérer de la présidentielle, de la campagne électorale de la présidentielle, qu'on ait une vraie campagne cette fois-ci, et pas escamotée comme la précédente. Est-ce qu'elle répondra à cette demande d'autorité, de cap ? Peut-être qu'il ne faut pas non plus surinvestir, Virginie Rivas, sur une campagne présidentielle, quoi. On le voit d'ailleurs, les Français en doutent eux-mêmes. Est-ce qu'une élection peut tout trancher ? Le problème, c'est que la classe politique ne cesse de renvoyer toutes les grandes orientations de fond, tous les grands débats, partage de la valeur, partage de l'effort entre générations, soutenabilité du système de santé et de la retraite, le modèle par capitalisation, enfin bref, tous les grands sujets sont renvoyés en 2027. On a suspendu la réforme des retraites et on va devoir réavoir ce débat. Mais sauf que, est-ce qu'on va vraiment pouvoir tout trancher ? Est-ce qu'on n'aura pas trop d'attentes ? Moi, si j'étais responsable politique, à la lecture de ce baromètre, ce que je me dis, c'est qu'il faut aussi faire campagne sur les 100 premiers jours, sur l'exercice concret du pouvoir. C'est-à-dire, les promesses, les Français n'en veulent plus. Ils veulent, comme disait Mickaël, effectivement, un programme de travail, pouvoir savoir où est-ce qu'ils vont aller. Il y en a un qui l'a compris, c'est Édouard Philippe, qui propose notamment des référendums, s'il est élu, pour avoir une sorte de mandat quasi impératif qui serait donné par le vote des Français sur les réformes qu'il va pouvoir mettre en œuvre. Je pense que, effectivement,
Le RN réfléchit aussi à proposer une équipe gouvernementale, par exemple, pour faire ticker avec Bardella si c'est lui qui est candidat. Il va falloir montrer aux Français comment on exerce concrètement le pouvoir et en prenant en compte aussi leurs opinions au-delà de la campagne et au-delà de ce simple vote. Je pense. On se demande qui redonnera confiance aux Français. Vincent Couronne, en posant cette question, on est d'une certaine façon en plein dans cette mécanique présidentielle française du candidat ou de la candidate, on verra bien, qui pourrait sauver le pays. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, et en même temps, je trouve qu'on attend beaucoup de cette élection présidentielle en disant que ça va clarifier les choses. Ça va effectivement permettre de donner un cap, de savoir un petit peu où on va, quelles sont les priorités. Je ne suis pas certain qu'on y arrive, étant donné que je ne vois pas, en tout cas dans l'état actuel du débat et de la situation politique, comment est-ce que l'élection présidentielle et législative qui suivrait derrière donnerait un Parlement radicalement différent que celui qu'on a aujourd'hui, et donc aboutirait probablement encore à une minorité à l'Assemblée nationale, etc. Ce qui fait que le Premier ministre et le chef de l'État seraient bien en peine de gouverner, mettre en œuvre totalement leur programme. Et face à ça, on a un monde qui n'a quasiment jamais été aussi chaotique, imprévisible qu'aujourd'hui. Et donc, être président de la République aujourd'hui, c'est peut-être pas en fait pouvoir dire voilà mon programme de A à Z, mais en fait plutôt voilà mes valeurs. Parce que de toute façon, mon programme, vu ce qui va se passer, il y a peu de chances que j'arrive à l'appliquer. Emmanuel Macron, heurté par la guerre en Ukraine, François Hollande, c'était les attentats, Nicolas Sarkozy avant, c'était la crise des dettes souveraines, etc. Et au final, qu'est-ce qu'on demande vraiment à un chef de l'État ou une chef d'État? C'est de tenir sur ses valeurs. Et quand on parle, je suis assez d'accord quand vous dites qu'il ne faut pas confondre demande d'autorité et l'autoritarisme, il ne faudrait pas qu'on élise un président ou une présidente qui confondent autorité et autoritarisme, parce que dans ce cas-là, nos institutions politiques permettent au président de la République d'avoir une véritable politique autoritariste. On va parler des institutions locales dans un instant avec Steve Jourdain. Une question de Laurent qui nous écrit d'Épinal. Pour redonner confiance à la politique, peut-être faudrait-il une nouvelle constitution qui pourrait redonner la parole au peuple. Est-ce que ça va jusque-là? Est-ce qu'il y a une demande exprimée de changer vraiment la constitution? On a posé la question. Il y a 58% des personnes qu'on a interrogées qui nous disent oui, il faut un changement de constitution. Donc on voit qu'on est à un carrefour de la Ve République. Jamais les questions n'ont été aussi fortes. Jamais la Ve République n'a montré autant de signes de fatigue. Ça ne veut pas dire que les gens veulent un régime parlementaire. Nécessairement, ils sont très attachés à l'élection directe du chef de l'État. Mais il y a un vrai sujet qui mériterait que le pays ait un grand moment de réflexion sur notre modèle institutionnel, sur pourquoi ça dysfonctionne, pourquoi tant de difficultés à obtenir des consensus sur des grandes directions de l'action publique, voilà pourquoi ces trois blocs, qu'on ait un grand moment de réflexion sur ce qui ne va pas sur le front des institutions et de la Constitution, parce que visiblement il y a un souci. C'est pas un accident, ce qui est en train de se passer. Ça prend sens dans une histoire d'ensemble. L'élection d'Emmanuel Macron en 2017 déjà nous disait que le système ne fonctionnait plus comme avant. Ne fonctionnait plus sur les deux pôles. L'élection d'Emmanuel Macron était déjà un signal très, très important. Il a essayé une solution nouvelle centriste qui aboutit à une grande difficulté à la fin. Oui. Allez, on s'intéresse aux institutions locales. Steve Jourdain tout de suite sur le plateau de Sens Public. Bonsoir Steve. Bonsoir Thomas. Bienvenue avec cette constante, l'échelon local, on aime ça. Et oui, le maire est toujours une star auprès de nos concitoyens. Dans le détail, le conseil municipal arrive en tête avec 58% de confiance. Derrière, le département, 48%, puis la région, 44%. En fait, plus on est proche du terrain et plus la confiance est forte, Thomas. Et donc à l'inverse, dès qu'on s'éloigne du local, elle s'effrite. Exactement, prenez la Cour des comptes, on parle beaucoup de la Cour des comptes ces dernières heures, elle s'en sort plutôt bien avec 44% de confiance. C'est la première fois qu'elle est mesurée par le Cevipof, mais ensuite la chute est nette. Le Conseil constitutionnel tombe à 36%, le Sénat tient 26%, l'institution présidentielle 22%, l'Assemblée nationale 20%, et le gouvernement qui ferme la marche avec 17%. Presque un Français sur deux dit ne pas lui faire confiance du tout. Alors, on élargit un peu les institutions, nos politiques maintenant. Oui, tout de suite, la confiance remonte en flèche. Thomas, 77% pour les gendarmes, 75% pour l'armée, 73% pour la police. En revanche, dès qu'on remet une dimension politique ou idéologique, la défiance revient. Les syndicats plafonnent à 37% et les responsables religieux chutent à 29%. C'est un rejet très marqué, Thomas. Merci beaucoup pour tous ces chiffres. Je vais m'arrêter un instant sur
sur les maires, Vincent Couronne. C'est vrai qu'on va en faire encore un tout à l'heure sur le narcotrafic. On a à la fois des débats thématiques et puis aussi les enjeux pour les grands partis. On essaye de donner la place vraiment à ces élections municipales dans cette émission, évidemment, et sur notre antenne. Les maires, plébiscité, le mot est un peu fort, en tout cas favoris, mais avec quel pouvoir? C'est une question que je pose quasiment chaque semaine quand j'ai un débat thématique. Vous savez, le ministère de l'Aménagement du Territoire avait publié il y a 2 ans par là un très beau tableau qui liste les compétences de toutes les collectivités territoriales sur tous les sujets, sport, culture, transport, etc. Et en fait, on n'y comprend rien. Toutes les collectivités à tous les échelons ont chacune un bout de compétence sur chacun de ces sujets. Ce qui fait que quand on élit un maire ou une maire, en fait, pourquoi est-ce qu'on vote exactement? Quel mandat est-ce qu'on lui confie? Et en plus de ça, ce maire est intégré dans une communauté de communes, dans une agglomération, etc., qui va potentiellement aussi marcher un petit peu sur ses prérogatives. Et donc, c'est surprenant de voir que les maires sont encore aussi appréciés. Mais effectivement, il ne faut pas non plus exagérer parce que c'est quand même, je crois, aux alentours de 50%, 60%. Oui, c'est pas non plus énorme. Voilà, c'est pour ça que le mot plébiscite était exagéré. Voilà, et donc c'est peut-être ce qui manque là un petit peu, c'est une clarification des compétences des maires et peut-être d'élire aussi les représentants au sein des collectivités, enfin des communautés de communes, peut-être plus au suffrage plus direct que ce que c'est aujourd'hui. Oui, Virginie Reva, un peu la même question sur le vrai faux pouvoir des maires. Mais à la lecture du baromètre, je me dis que les Français ne sont pas si dupes parce qu'en réalité, quand vous leur posez la question sur où réside le pouvoir, je crois que sur les collectivités locales, ils disent qu'il n'y en a aucun. Donc en réalité, c'est une demande de proximité. C'est vraiment le maire à portée de baffe. Ils mettent les institutions financières, c'est ça en premier, ou les marchés financiers en premier. Oui, exactement. Donc ils ne sont pas dupes. Ce qu'ils veulent, c'est de la proximité, de l'échange, pouvoir parler de leurs problèmes très concrets, de crèches, d'EHPAD, être entendus. Et pas être dans ce brouhaha, dans ce capharnaüm justement du débat politique national. D'ailleurs, plus le maire a une ville plus étendue, et d'ailleurs moins il est plébiscité. Ça, on le voyait dans d'autres enquêtes. Donc c'est vraiment ce... Oui, plus la ville est grande, plus il y a une politisation, moins il y a d'adhésion. Et d'ailleurs, ça, pour illustrer ce que vous venez de nous dire, je vous redonne la parole tout de suite, Mickaël. Un autre résultat du baromètre de la confiance politique. Est-ce que les responsables politiques en général se préoccupent de ce que pensent les gens comme vous? C'est exactement ce que vous nous dites. Est-ce qu'on nous parle de notre vie quotidienne, des crèches, etc., etc. Le oui est à 12% avec une baisse importante, moins 5, et le non est à 87%, plus 4 points. On est vraiment dans un fossé qui se creuse, on l'a déjà évoqué, mais il y a cette question de Sandrine, et ça rejoint exactement ce qu'on est en train de se dire. Bruno, est-ce que les responsables politiques écoutent vraiment ce genre de baromètre ou est-ce que ça finit dans un tiroir? Qu'est-ce qu'ils en font, le politique de votre baromètre? Alors, ils annuel le consomment à haute dose. L'enquête, je n'ai aucun doute sur le fait que l'enquête a beaucoup circulé, a été beaucoup lue aujourd'hui dans nos assemblées, dans nos partis politiques, bien évidemment. Parce que là, ils sont décrits hors sol, quoi. Voilà, mais c'est vrai qu'une partie de la vie politique pourrait avoir, je suis prudent dans mon expression, pourrait avoir le sentiment qu'au fond, les Français sont un peu ingrats, qu'ils travaillent beaucoup, qu'ils se préoccupent, qu'il faudrait venir écouter à l'Assemblée ou au Sénat les débats montrant qu'ils se préoccupent, qu'ils ont les pieds dans la glaise, dans le terrain. Mais bien sûr que c'est le cas. Ça serait absurde de nier, de dire que nos parlementaires ne sont là que pour palabrer entre eux de considérations théoriques. Mais le problème, c'est le problème à la fois de la responsabilité. Beaucoup ont le sentiment dans l'opinion que quand les politiques ont pris de mauvaises décisions, ils n'en payent jamais le prix. Alors les politiques disent « mais si, puisque je me présente aux élections, donc là je vais payer l'addition ». Mais le pays a le sentiment que quand ils font des erreurs, ils sont exonérés de leurs responsabilités. Ça, c'est très important. Il y a la question aussi de rendre compte. Les parlementaires rendent compte, ils rentrent dans leur circonscription, dans leur territoire. Mais c'est pas vraiment ça dont il est question dans l'enquête. C'est vraiment beaucoup plus avoir des moments réguliers où on sait où on en est des dossiers. On sait où on en est. C'est-à-dire que ce qui est totalement invisible aux yeux du public, c'est les gens disent moi j'ai payé des taxes, des impôts, où on en est. Où on en est de régler tel problème. Et là, par contre, c'est totalement ésotérique, mystérieux. On n'a jamais le sentiment qu'on puisse faire ce que font tous les gens dans leur activité professionnelle, un entretien d'évaluation, rendre compte de son activité, et à un moment donné, que votre job vous dise, voilà, tu as consacré tant de temps à régler ce problème, est-il réglé ?
Et puis si tout va bien, si on est bon dans une entreprise, on va progresser. Et si on n'est pas bon, on va peut-être en payer les frais. Bon, Mickaël, c'était la base d'ailleurs de la fronde des Gilets jaunes également, de savoir pourquoi on paye les impôts, qu'est-ce que deviennent nos impôts et quel est le pacte, comment est-il respecté. Mais par rapport justement à la question de confiance qui est posée, et on a le sentiment que le sentiment de déconnexion est très important. On l'a souvent dit ici, il faut être créatif face aux crises qui se multiplient. Là, je pense qu'il faut revoir. Il ne faut pas hésiter à reconsidérer le non-cumul des mandats. C'est-à-dire qu'en réalité, les élus irrigués par le terrain, qui arrivent à l'Assemblée nationale et qui ont la conscience, la connaissance, l'expérience de ce qui se passe sur le terrain, seraient plus à même, et on l'avait vu également, on a entendu le risque de faire une profession à part d'élus politiques déconnectés du terrain. C'est un peu ce que votre... Alors en même temps, le non-cumul des mandats, c'était aussi un moyen de réinsuffler de la diversité, des nouveaux visages et d'avoir des potentats locaux qui sont là pendant 40 ans. Et le résultat de cette épreuve, de cette étude montre bien à quel point c'est pas très bon réussi. Donc en réalité, je pense qu'il faudrait moduler, certainement modérer, mais réirriguer des élus expérimentés par le terrain qui viennent en parler au niveau national. Alors je voudrais ouvrir un chapitre, tiens, ça rejoint cette réaction de Patricia qui nous écrit de Charvieux-Chavagneux. Nous souhaiterions un gouvernement avec des élus qui ont le salaire moyen, qui sont irréprochables. Pas de passe-droit devant les juges. On va parler de la justice. Pas de passe-droit devant les juges, des peines appliquées complètement, ainsi que la justice fiscale soit appliquée, la justice tout court. On va parler de la justice et on va regarder deux archives, puisque l'année écoulée a été marquée par des attaques contre l'institution judiciaire, et non des moindres, un ancien président de la République, septembre 2025. Mesdames et messieurs, ce qui s'est passé aujourd'hui dans cette salle du tribunal correctionnel de Paris est d'une gravité extrême pour l'état de droit, pour la confiance qu'on peut avoir pour la justice. Un ancien président et quelques mois plus tôt une double finaliste à la présidentielle, Marine Le Pen, après avoir été condamnée en première instance à 5 ans d'inéligibilité. Je pense encore une fois une des parties qui démontre une volonté du parquet qui est celle en réalité de me priver, et même de priver les Français, disons, de la capacité de voter pour qui ils souhaitent. En fait, c'est ça, l'objectif, c'est ça. On sent bien que tout ça avait peu d'intérêt pour le parquet. La seule chose qui intéressait le parquet, c'était Marine Le Pen. Votre analyse, tout simplement, de ces attaques contre les juges et des personnalités qui les portent, Vincent Couronne. Parce que j'ai volontairement dit un ancien président de la République, une double finaliste à la présidentielle. Ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que il y a des personnalités politiques qui peuvent confondre autorité et autoritarisme. Et il y a aujourd'hui, dans notre paysage politique, un nombre grandissant de responsables politiques qui voudraient en fait faire croire que la justice n'est pas indépendante, qu'elle n'est pas légitime à juger des politiques, et que les politiques seraient au-dessus des lois. Et ce qu'il faut quand même se rappeler, c'est que les politiques font déjà, au regard de la justice, l'objet d'un régime spécial, un régime d'exception. Quand on est député, quand on est président de la République, quand on est ministre ou Premier ministre, on n'est pas face à la justice comme les autres. On a des inviolabilités, des immunités. Un ministre ira devant la Cour de justice de la République et pas devant les tribunaux comme vous et moi. Et en même temps, le Parlement a adopté aussi des lois qui aggravent les peines lorsqu'elles sont commises par des politiques. Et là, typiquement, comme c'était le cas pour Marine Le Pen ou Nicolas Sarkozy. Et donc, le juge, il est là pour appliquer la loi. Il faut faire en sorte que dans nos démocraties, la justice soit vraiment et bien indépendante. C'est le cas en France. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des exceptions et parfois pas des problèmes. Et que la justice peut être critiquée. C'est pas ce qu'on est en train de dire sur ce plateau. Mais il y a une vraie tendance ces dernières années à essayer de casser notre séparation des pouvoirs. Ouais. Et ça rejoint un mouvement européen, Virginie Riva. Il y a dans d'autres pays, enfin, le fait de remettre en cause la justice, les institutions judiciaires, jusqu'au... là, on voyait les résultats... un peu mitigé, on va dire, pour le Conseil constitutionnel, jusqu'aux plus hautes institutions judiciaires. Il y a un certain nombre de pays d'Europe, d'élus dans ces pays d'Europe, qui en ont fait leur axe d'attaque. Oui, mais même historiquement, il y a quelque chose qui est assez frappant, c'est l'Italie, par exemple. Oui. Le degré de probité accordé aux responsables français est plus faible qu'en Italie, où il est de 40%, je crois.
c'est quelque chose qui est assez paradoxal parce que c'est un pays qui a connu justement l'attaque sur le gouvernement des juges, de Silvio Berlusconi, toutes les grandes affaires liées à la corruption. Et nous sommes bien en deçà, nous n'accordons pas cette probité. Ce qu'il y a de sûr, c'est que, pour revenir à ce que vous disiez, que ce soit Nicolas Sarkozy ou Marine Le Pen, ont confondu la défense de l'état de droit, qui devrait être leur prérogative première, et la tribune politique. Leur défense est devenue une défense politique. Sauf que, dans le cas de Marine Le Pen, il n'y a jamais eu d'instruction aussi rapide, en fait, d'un procès politique. La procureure de Paris le rappelait, d'ailleurs. Elle se retrouve dans cette situation précisément parce qu'il y a eu plusieurs recours qui ont fait qu'on se retrouve sur ce timing lié à l'élection présidentielle. Mais ça aurait pu être jugé beaucoup plus tôt. Et cette irresponsabilité de l'ancien président et de cette candidate, à mon avis, est très lourde de conséquences parce qu'elle jette le soupçon sur l'état de droit. Oui, effectivement. Il y a aussi, alors une question, ça rejoint l'actualité, la nomination d'Amélie de Montchalin, ministre du Budget, à la tête de la Cour des comptes. Bon, j'ai vu un certain nombre de nos confrères faire des débats sur la République des copains avec un gros point d'interrogation. Est-ce que ça fait partie des critiques qui s'expriment dans un baromètre comme le vôtre, ça ? Oui, bien sûr. En toile de fond, il y a toujours cette idée d'une classe politique qui s'autoprotège, qui est barricadée dans ce que certains pensent être des privilèges. Donc évidemment, c'est vrai qu'il y a un vrai sujet dans le pays sur des responsabilités très, très, très éminentes, très importantes. Bon, le chef de l'État nomme aux emplois civils et militaires, c'est la Constitution qui le dit, donc il est parfaitement dans son droit, mais c'est vrai qu'on pourrait souhaiter qu'il y ait un processus plus ouvert, avec vrai appel à candidature, ce que vivent les gens au fond dans la vie de tous les jours, quand ils sont, par exemple, dans la fonction publique, candidats à une promotion, il faut faire acte de candidature, il y a d'autres candidats qui se présentent sur les rangs. Donc c'est sûr que dans la séquence d'aujourd'hui, c'est sans doute pas extrêmement optimal. Voilà, ça n'empêche pas que la personne dont il est question présente tous les éléments du CV, évidemment, pour être à la tête de la Cour des comptes. Elle a montré son talent de négociatrice sur les questions de finances publiques depuis de nombreuses années. Donc évidemment, mais c'est vrai que ça participe un peu à ce brouillard qui est, oh là là, ils se refilent des postes entre eux. C'est ce que j'allais dire, ce ne sont pas ses compétences, parce que je pense qu'elle est capée pour le job, mais c'est plutôt le statut. Qu'il faut peut-être expliquer, Vincent Couronne, elle pourrait rester, j'ai vu ça tout à l'heure, potentiellement jusqu'en 2058 à la tête de la Cour des comptes. Alors c'est un peu vertigineux quand on lit ça. Oui, enfin, il faudrait que je vérifie, mais je crois que ça n'est jamais arrivé. Il n'y a pas de raison que ça arrive avec elle. Et sur les processus de nomination, c'est quand même un... Oui, aussi, oui, c'est vrai. Les autres étaient nommés beaucoup plus tard dans leur carrière politique. Ça s'explique aussi. Mais voilà, c'est vrai que les processus de nomination, dans la relation de confiance entre les citoyens et leurs institutions, c'est important aussi. Dans la plupart des autres pays en Europe, ce genre de nomination ne relève pas du chef de l'État, mais va relever du Parlement. C'est-à-dire que c'est le Parlement, avec sa majorité, qui vont en fait dégager un candidat qui va être auditionné par les deux chambres et qui va devoir réunir une majorité pour pouvoir être élu. Il y a même des procédures en Allemagne, par exemple, pour élire les juges à la Cour constitutionnelle allemande, le Conseil constitutionnel fédéral. Il faut réunir au Parlement, au Bundestag, une majorité plus importante que la simple majorité. Donc, on a aussi la question, ça rejoint la question de la défiance. Quand c'est le fait du prince, ce genre de nomination, forcément derrière, il y a le soupçon de la connivence. Et encore une fois, ce ne sont pas ses compétences qui sont en cause. Bien sûr. C'est ce soupçon. Un mot très rapide. Oui, parce que c'est totalement exemplaire, puisqu'effectivement, ce n'était pas elle vraiment la candidate, c'était le président ou le responsable de l'Agence française de développement qui était plutôt favori, et ça a été changé au cours d'un déjeuner. Tout simplement parce qu'il y avait quelques critiques qui s'exerçaient en coulisses vis-à-vis de Rémi Rioux. Et entre le président de la République et le Premier ministre, c'est Amélie de Montchalin qui est sortie. Puis elle va se retrouver... pas être à sa place, à évaluer son propre budget. Elle ne pourra pas. Elle est conflictée sur beaucoup de sujets. Oui, c'est quand même un peu compliqué. Bref, on aura l'occasion d'en reparler, mais ça rentrait bien finalement dans la thématique de cette confiance ou cette défiance des Français. Merci beaucoup à tous. Bruno, évidemment, il y a votre livre « Quand les politologues regardent des séries », c'est aux éditions du CERF, écrit avec Virginie Martin. Et puis votre baromètre, on le retrouve sur le site du Cevipof. Tout simplement parce qu'il y a 170 pages, encore beaucoup d'autres thèmes. Je suis sûr que ça vous passionne.
passionne. Allez-y pour creuser les thématiques du baromètre de la confiance. On vous suit sur Contexte, Virginie Riva, et le site Les Surligneurs. Merci encore à tous d'avoir participé à ce débat.